Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la mobilité tech. Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup de ce qui fait une bonne voiture électrique, mais aussi vers où se dirige un marché un peu chahuté ces derniers temps. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous remercier toutes et tous pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Au-delà des contributions financières essentielles à la production de nouvelles vidéos, c'est avec un grand plaisir que j'ai pu échanger avec certains d'entre vous lors du live de dimanche dernier. 100 000 abonnés, c'est énorme et cela veut dire beaucoup pour moi. Mais c'est surtout le reflet de l'implication et de la cohésion de la communauté du Choucroute Garage. C'est le signe que mon travail apporte quelque chose et qu'il est important que je puisse le continuer. Vos messages, commentaires ou simplement petits likes sur YouTube ou Instagram me font chaud au cœur. Merci beaucoup. Autre petit message, cette fois-ci, je vous mettrai pas mal de fiches et j'espère pouvoir le faire assez souvent dans les JMT pour vous renvoyer vers des anciennes vidéos qui sont pertinentes et permettent de compléter votre connaissance d'un sujet donné. Voilà, donc ceci étant dit, maintenant, place à votre journal. Le coût des batteries lithium-ion baisse substantiellement depuis 15 ans, mais ce n'est pas encore suffisant pour permettre aux autos d'être moins chères que les thermiques. Alors que les prix de revient se stabilisent, qu'attendre pour l'avenir proche ? En 2008, alors que l'ère de la voiture électrique ne faisait que commencer, le coût des batteries lithium était l'équivalent de 1415 $ d'aujourd'hui par kilowattheure. En 2023, c'est un peu plus de 10 fois moins, avec 139 $ par kilowattheure. Cette information donnée par le département américain de l'énergie a de quoi donner de grands espoirs. Mais attention, les chiffres doivent être remis dans leur contexte. L'agence américaine a pris pour base les batteries dont la production dépasse les 100 000 kWh. Cela peut sembler beaucoup, mais si on prend des autos comme les Tesla Model S par exemple, cela ne représente que 1400 voitures en maximum en 2008. Aujourd'hui, le marché se compte en millions de véhicules, et donc en plusieurs dizaines de millions de kilowattheures de batterie. Or, un coût de production est fortement dépendant des volumes produits. Investissements dans les lignes de fabrication ou dans les filières d'approvisionnement de matières premières sont amortis largement par des volumes élevés, ce qui fait mécaniquement baisser le coût de chaque cellule produite. Autre point qui n'est pas précisé dans la publication américaine, l'évolution technologique, avec en particulier l'avènement des chimies meilleur marché, fait aussi baisser les coûts. Les Model S ou Tesla Roadster avaient recours à une chimie nickel-cobalt-aluminium très coûteuse. Les autos d'aujourd'hui la remplacent par le trio nickel-manganèse-cobalt un peu moins cher, mais aussi par les lithium-fer-phosphate largement meilleur marché. Alors que les gros faiseurs comme Tesla ou BYD utilisent massivement ces cellules bon marché, la part des chimies NMC se réduit. Avec l'arrivée des cellules sodium-ion encore moins chères, il y a des chances que la chute du prix moyen se poursuive dans la prochaine décennie. L'organisme de statistiques Statista prévoit que la part de la batterie dans le coût global de la voiture baissera à 19% en 2030, contre 28% à ce jour. On était parti au départ de 49%. Si on applique cette réduction au prix d'un Tesla Model Y propulsion Standard Range par exemple, cela ferait baisser son prix catalogue d'environ 4 000 €, soit un prix de 41 000 €. Avec les opérations actuelles et le bonus, cela permettrait de disposer d'un SUV familial à 35 000 €. Toutefois, pour des autos plus petites, cela ne générera pas d'aussi gros gains. Et si la batterie est de moins en moins impactante pour le prix de revient d'une auto électrique, il devient nécessaire de se concentrer sur le reste du véhicule. Avec une architecture plus simple, un travail sur des caisses plus adaptées à la propulsion électrique et une production plus automatisée pour effacer le handicap des coûts de main-d'œuvre, l'Occident peut largement tirer son épingle du jeu face à la Chine. Encore faut-il le vouloir et s'en donner les moyens. L'avenir nous dira si les constructeurs occidentaux feront les bons choix. À suivre assurément. Lucid Motors mise son avenir sur son gros SUV Gravity. Mais est-ce une bonne décision ? Si la marque américaine n'a pour le moment pas atteint ses ambitieux objectifs, peut-elle redresser la barre avec son nouveau modèle ? Le 31 juillet dernier, le premier exemplaire du nouveau Lucid Gravity sortait des chaînes sous les applaudissements des employés et de quelques invités.
Alors que le constructeur américain se prépare à faire son entrée en France, on peut se poser la question de la pertinence du choix d'un gros SUV électrique. Revenons quelques années dans le passé. J'avais déjà parlé de cette marque dans les tout premiers épisodes de la chaîne. Alors que Peter Rawlinson se gargarisait d'une production annuelle de 34 000 véhicules à la sortie de la Lucid Air, les chiffres réels sont bien plus réduits. À ce jour, la marque peine à atteindre son objectif de 9 000 voitures pour 2024, mais surtout peine encore plus à vendre ses autos. Les stocks augmentent malgré une production confidentielle, et même les baisses de prix successives de l'auto ne parviennent pas à relancer les ventes. Pour information, Lucid a annoncé vendre ses véhicules de démonstration avec un prix de départ de 57 000 $. Alors que la marque perd toujours plus de 315 000 $ par voiture produite, Peter Rawlinson continue à présenter un visage serein. L'ancien best-seller de Tesla, la Model S, est plus cher que la Lucid Air de base et propose, selon le patron de Lucid, de moins bonnes performances aussi bien en autonomie qu'en prix. Et c'est vrai. En revanche, une Model S est bien mieux équipée et surtout se vend encore honorablement malgré ses 12 ans d'âge. Bien mieux en tout cas que la Lucid. Pour contrecarrer le constructeur d'Austin, Peter Rawlinson a décidé de frapper un grand coup avec le SUV Gravity, qui doit être, selon lui, la voiture qui fera décoller les ventes. Pour ce faire, elle a de nombreux atouts face à la Model X par exemple. 7 vraies places, un espace intérieur vaste et luxueux, une efficience héritée de la berline Air et quelques caractéristiques intéressantes pour le marché américain. Contrairement à l'Europe qui a légiféré rapidement sur le standard des prises de charge, l'Amérique en est encore à chercher un standard commun à toutes les marques. Alors que le combo CCS1 américain ne donnait pas satisfaction, Tesla a mis dans le domaine public sa propre prise propriétaire, provoquant l'adoption massive de quasiment tous les constructeurs, dont Lucid. Au niveau du réseau de charge, par contre, nombre de bornes sont encore au standard CCS et peu délivrent du 800 volts, alors que la Lucid charge en 900 volts. Cela implique que la Lucid Gravity, même si elle n'a qu'un seul port de charge CCS, se retrouvera avec des vitesses de charge limitées sur le plus gros réseau des États-Unis et le seul qui soit vraiment fiable, le réseau de superchargeurs Tesla, qui délivre du 400 volts. Dans sa définition actuelle, le système de charge de la Lucid Air comporte un booster de tension pour permettre la recharge. Et cela complexifie énormément la voiture. D'ailleurs, c'est le cas pour l'ensemble de la voiture qui dispose d'une architecture bien trop complexe, et c'est dommage. Pour avoir fait un petit essai à bord de la Lucid Air grâce à Didier Dubicki que je remercie ici, j'ai pu constater que si l'auto est agréable et performante, sa qualité de fabrication et sa présentation ne sont pas en rapport avec la cible visée. On est encore loin des berlines de luxe Mercedes ou BMW, tandis que les prix sont équivalents. Se concentrer sur une réduction de la complexité des véhicules et sur la finition, y mettrait la Lucid Air à un niveau équivalent à ses concurrentes allemandes. Pour revenir au Gravity, son gabarit et son prix le cantonnent au marché américain haut de gamme, et il y a peu de chances que la clientèle européenne soit réceptive à un tel mastodonte. Pourtant, en Amérique, le marché du gros SUV semble florissant. Mais pour combien de temps encore ? La Kia EV9 se vend bien, mais il est largement moins cher qu'une Lucid ou même qu'une Tesla Model X. Ces derniers ont d'ailleurs toujours marqué le pas par rapport à la S, tandis que le Rivian R1S fait un carton dans le même marché, mais avec une notion de capacité off-road que le Gravity n'aura pas, même si le constructeur le présente parfois en test hors des routes bitumées. Au final, Lucid mise peut-être sur le mauvais cheval et continue à perdre des torrents de dollars dans des modèles à faible volume qu'ils n'arrivent pas à rentabiliser. Alors que le marché est aujourd'hui favorable à des modèles moitié moins chers que le Gravity, Lucid s'entête à suivre un plan obsolète depuis plusieurs années. N'aurait-il pas mieux valu mettre ce projet en pause pour concentrer les ressources de l'entreprise vers le projet du modèle meilleur marché que nous tease Peter Rawlinson depuis des années ? Si je pose la question, elle n'est pas totalement pertinente puisque l'entreprise dispose d'une manne financière d'Arabie Saoudite, bien décidée à faire réussir Lucid malgré des progrès plus que lents. Je rappelle que Lucid a été créé en 2007 sous le nom d'Atieva, soit à peu près à la même époque que Tesla. Il y a quelques jours, l'investisseur saoudien a remis 1,5 milliard de dollars sur la table pour garder l'entreprise à flot. Lucid peut donc continuer à perdre son temps jusqu'à fin 2025. Mais cela risque de ne pas durer. Lucid est toujours sur une corde raide et pense avoir un filet de sécurité.
Cela démontre qu'à trop aider une entreprise à rester dans sa zone de confort ampute grandement ses capacités à évoluer pour être compétitive. C'est une leçon de lucidité que la marque n'a pas encore comprise, malgré son nom. Le marché de l'occasion est un des enjeux majeurs de la mobilité électrique, et certains l'ont bien compris. Alors que les early adopters de Tesla ont remplacé leurs autos rapidement pour suivre l'évolution technologique, les Tesla d'occasion se révèlent de plus en plus nombreuses. Ce nouveau contexte permet d'accéder à des données dont seul Tesla disposait jusqu'à présent. Les marques et modèles les plus remplacés par des Tesla. Carvana, vous connaissez ? Je vous rassure, je ne connaissais pas non plus avant de faire ce sujet. Carvana est une entreprise américaine extrêmement novatrice dans le domaine de la vente automobile. Pour augmenter la cadence de transaction, Carvana a introduit sur le marché américain des distributeurs automatiques de voitures. Cela peut sembler surprenant, mais d'autres avaient eu l'idée bien avant cela. On se rappelle entre autres l'immense tour de livraison automatique de Volkswagen à Wolfsburg ou les tours de verre de Smart. Pour Carvana, l'objectif est de permettre à un client de venir acheter son auto dans un distributeur et de faire reprendre son ancienne voiture dans le même temps. Avec près de 11 milliards de chiffre d'affaires en 2023, l'entreprise est un poids lourd du secteur. Et au mois d'août, ce sont les Tesla qui ont trusté les premières places pour les voitures d'occasion électrique. Modèle 3, Y et S sont dans le top 5 avec la Chevrolet Bolt, petit monospace intéressant de chez JM, tout comme la vieillissante mais abordable Nissan Leaf. Pour les modèles 3 et Y, les clients ont essentiellement donné en reprise des voitures japonaises. Honda, Toyota, Nissan et Lexus font les frais de l'attractivité du modèle de milieu de gamme de l'américain. On constate aussi que les modèles 3 sont massivement reprises pour des modèles Y ou des modèles S, mais pas pour d'autres marques. Autre constatation, si les modèles 3 et Y remplacent souvent des BMW série 3 pour ce qui est des voitures européennes, la Model S, quant à elle, séduit la clientèle Mercedes. D'un autre côté, les Chevrolet Bolt et Nissan Leaf font aussi énormément de mal aux constructeurs japonais qui tardent à proposer des modèles électriques convaincants. Seule la Jeep Renegade est elle aussi impactée, mais rappelons-nous que celle-ci n'a de Jeep que le nom et qu'elle n'est qu'une plateforme de Peugeot 2008 modifiée. Voilà qui met en perspective un changement en cours sur le marché automobile américain, bien souvent précurseur de ce qui se passe en Europe. Si outre-Atlantique les Japonais souffrent d'un manque d'anticipation du marché, les Européens ont tenté de faire illusion, mais sans se donner les moyens ou faire ce qu'il faut pour disposer d'auto électriques compétitives et pratiques. Reste toutefois une lueur d'espoir, car si le Japon n'a pas encore enclenché la seconde, certaines marques européennes s'améliorent et commencent à comprendre, sous la pression de la concurrence, la nécessité de se doter de véhicules bon marché, mais aussi en adéquation avec les besoins des utilisateurs de voitures électriques. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour le prochain sujet, nous allons creuser dans les raisons qui font d'une Tesla une voiture électrique prisée contrairement à d'autres. Quelles sont donc les attentes des clients et pourquoi sont-elles souvent déçues ? Par le passé, lorsqu'on achetait une voiture, les critères de choix étaient très variés. Équipement, design ou puissance, voire le carburant utilisé étaient des critères importants, mais pas essentiels. En effet, l'écosystème des voitures thermiques est vieux de plus de 100 ans, et l'industrie a eu tout le temps de répondre aux contraintes de cette technologie. Ainsi, un client de voiture thermique peut se déplacer sans trop se poser de questions. Or, le client, qui n'est ni geek ni particulièrement passionné d'automobile, est souvent très réticent à sortir de ses habitudes. C'est un peu normal, vu qu'il ne s'intéresse pas aux nouvelles technologies et ne veut que se déplacer avec le moins de contraintes possible. Bien souvent, ces clients alléchés par les propositions de leasing peu chères des dernières années ont plongé dans la voiture électrique et ont fini dégoûtés. Mais pourquoi ? Ils ont tout simplement supposé que leur voiture électrique ferait tout comme une thermique, et cela n'a pas été le cas. Voyons donc comment les constructeurs ont conçu leurs autos et pourquoi certaines donnent satisfaction et pas d'autres. En premier lieu, il faut parler de l'autonomie. Dans une voiture thermique, celle-ci varie de 15 à 20% en général en fonction des saisons et des conditions de circulation. Pour une électrique, c'est largement différent. Entre un trajet par temps sec par 20 degrés en ville et une circulation par 5 degrés sur autoroute par temps de pluie à 130, l'écart peut aller jusqu'à 40%. C'est tout à fait normal puisque la voiture électrique ne gaspille pas d'énergie et donc doit en consommer pour le chauffage par exemple. Les constructeurs qui ont compris cela dotent donc leurs autos de systèmes de gestion thermique tirant parti des sources de chaleur disponibles comme les moteurs ou la batterie. C'est donc logiquement qu'une pompe à chaleur est la meilleure solution de ce point de vue du moment qu'elle est interconnectée avec les organes mécaniques.
Pour réduire l'écart entre les consommations, il faut aussi une bonne efficience à basse comme à haute vitesse. Il faut donc un moteur assez puissant pour emmener le poids sans trop d'efforts, une bonne aérodynamique et une technologie de moteur adaptée aux hautes vitesses. Moteurs à induction ou synchrone à réluctance variable sont les meilleurs, mais certains constructeurs préfèrent avoir recours à une boîte de vitesse. Ensuite vient la partie recharge. Pour qu'une auto électrique soit pratique, elle doit pouvoir se recharger rapidement et en toutes circonstances. Pour les charges lentes, un chargeur triphasé acceptant 11 kW au moins est l'idéal. Mais 7,4 kW en monophasé est suffisant en France par exemple, et ce, dans la majorité des cas pour des recharges à domicile ou au travail. La charge rapide est aussi importante pour les déplacements longs, mais aussi pour ceux qui ne peuvent se charger à la maison. Les infrastructures de recharge sont en pleine expansion, mais attention à ne pas se faire avoir par les chiffres marketing. Une puissance maxi de recharge élevée n'est pas le gage d'une recharge réellement rapide. Pour que ce soit le cas, il faut que la courbe de charge soit la plus plate possible. Ainsi, une auto qui se charge de 0 à 80% à 150 kW comme une Audi e-tron de première génération est plus rapide qu'une Tesla Model X des mêmes années, en raison de sa courbe de charge. Mais la Tesla sera tout de même plus rapide sur les longs trajets grâce à sa meilleure efficience. Donc pour une meilleure expérience utilisateur, il faut que les puissances de recharge soient en adéquation avec la consommation, tout en disposant d'une gestion thermique performante. Si la puissance de charge s'écroule par temps froid comme sur une Kia e-Niro ou par temps chaud comme une Nissan Leaf, l'expérience client sera gâchée. Toujours pour la recharge, l'absence de planificateur de trajet performant est un handicap énorme pour une voiture électrique. L'interface utilisateur doit être simple et facile d'utilisation. Pour que le client se sente bien, il faut que tout soit aussi simple que possible et automatique. Entrez votre destination dans le navigateur de la voiture et le système doit gérer les arrêts et les temps de charge. C'est une évidence. Enfin, reste la question de l'argent. Si une auto électrique est pour le moment plus chère qu'une thermique, il faut tenir compte des économies à l'utilisation, lorsqu'elles ne sont pas phagocytées par le constructeur ou les opérateurs de recharge. En effet, certains constructeurs n'hésitent pas à imposer des révisions hors de prix. Certains vont même jusqu'à imposer des tarifs supérieurs à leur modèle thermique, ce qui est du vol pur et simple. Pour les opérateurs de bornes, c'est quasiment pareil. Certains tarifs au kilowattheure et d'autres à la minute, quand ce n'est pas les deux. Entre les opérateurs et les cartes multi-réseaux, on peut rapidement se retrouver avec des factures démesurées, dignes d'un plein d'essence. Au final, pour résumer, une voiture électrique qui veut réussir son entrée sur le marché doit disposer d'une bonne efficience, d'une autonomie correcte et d'une bonne capacité de recharge. En plus, elle doit être bien gérée thermiquement et pouvoir économiser ses ressources énergétiques. Enfin, elle doit être pratique à l'usage et ne pas coûter trop cher. Si un constructeur comprend cela, il a de bonnes chances de bien passer la transition énergétique. Nous restons dans le même thème puisque le cabinet allemand Uscale a fait une grande enquête sur la satisfaction des clients de voitures électriques. Et nous allons voir que certains sont vraiment à la traîne. Lorsque l'on doit quantifier la satisfaction des clients d'une marque, rien ne remplace les sondages. En effet, les constructeurs font leurs propres enquêtes à la livraison des autos, mais il faut bien reconnaître qu'elles sont souvent biaisées. C'est une fois que le client a utilisé sa voiture quelques mois ou quelques années qu'il a une opinion réaliste de son usage. Et c'est précisément le type d'enquête dont nous allons parler maintenant. Pour ce classement, nous avons affaire à une étude qui comporte 4966 clients à qui on demande s'ils recommanderaient ou non leur auto à un ami ou un collègue, ou du moins leur marque. Les réponses non exprimées ne sont pas représentées. Prenons les résultats en partant du bas, groupe par groupe. Sans surprise, c'est le groupe Stellantis qui s'en sort le plus mal avec une recommandation extrêmement négative. De 54 à 62% des clients d'Opel, Citroën ou Peugeot ne recommandent pas leur marque, tandis que ceux qui la recommandent sont moins de 10% dans tous les cas. La seule marque du groupe qui s'en sort mieux est Fiat, mais si on tient compte du fait que la majorité des Fiat électriques aujourd'hui sur le marché sont des 500e, antérieurs à l'acquisition de la marque par Stellantis, ce n'est guère étonnant. On me reproche souvent de bâcher Stellantis, mais finalement, c'est peut-être à juste raison vu l'opinion des clients même du groupe. Ensuite vient une petite surprise, MG. Alors que le chinois remporte une belle part de marché, ses clients sont critiques et on peut imaginer pourquoi. Peu cher, certes, les MG sont gourmandes en énergie et le coût d'entretien est stratosphérique si on considère la réalité des besoins en maintenance d'un véhicule électrique.
Ajoutez un logiciel très basique et peu intuitif, et vous avez une bonne part des raisons de ce désamour. Autre best-seller mal aimé, Dacia. Un peu en dessous de Renault, également mal classé, les électriques du groupe sont en pleine évolution, et on espère qu'elles auront tiré les leçons des erreurs passées. Nissan fait également un score plus que moyen, et c'est bien normal lorsqu'on commercialise encore en 2024 une auto au standard de charge rapide dépassé depuis plusieurs années. Vient ensuite le groupe Volkswagen, qui est capable du meilleur comme du pire. Audi ferme la marche, tandis que Volkswagen et Cupra font des scores peu glorieux. Skoda dépasse un peu les 40% de recommandations, mais comporte moins d'insatisfaits. À l'autre bout du spectre, Porsche prend la seconde place, et c'est finalement compréhensible. La marque de prestige a en effet mis beaucoup de moyens dans son Taycan, et malgré des débuts chaotiques, parvient à satisfaire une clientèle fortunée qui ne regarde pas à la dépense. Ainsi, les critères de coût d'entretien ou de recharge ne sont plus aussi stigmatisants, et le service après-vente de très bonne qualité permet de répondre aux insatisfactions. Mercedes ne fait pas beaucoup mieux que Fiat ou Skoda, et ça c'est une surprise. C'est probablement faute à de nombreux problèmes de fiabilité des premiers modèles électriques pas tout à fait aboutis. Mais ça reste surprenant puisque le SAV Mercedes reste de très grande qualité. BYD fait un score honorable sans plus, et c'est finalement normal. Entre les entretiens coûteux et les nombreuses approximations des logiciels embarqués, on est face à des autos un peu en retrait par rapport aux meilleurs. Voyons maintenant qui sont les champions de la voiture électrique. Polestar et Volvo sont très bien placés, tandis que Smart marque un peu le pas. Il faut dire que dans le groupe Geely, cette dernière marque est une co-entreprise avec Mercedes. En 4e, 5e et 8e place, on trouve le groupe Kia Hyundai, qui réalise un bon score en raison d'autos mieux étudiées que la concurrence. Si elles doivent passer par la case entretien obligatoire, leurs prix sont relativement raisonnables en comparaison des marques chinoises par exemple. Arrive ensuite une surprise. BMW en 3e place. Fortement recommandé avec 62% des clients, l'effet du blason à hélice bicolore fait toujours son office. Je rappelle que l'étude est faite en Allemagne, ne l'oublions pas. Toutefois, le chauvinisme n'explique pas tout et BMW a fait de réels efforts ces dernières années pour proposer des modèles intéressants à ses clients. Ce beau résultat est une illustration de ce que l'on peut faire si on en a la volonté. Mini par contre est en contrepoint, puisque l'autonomie des modèles de la marque est largement insuffisante. On espère que les prochains modèles seront plus évolués. De son côté, l'américain Ford fait un résultat en demi-teinte, mais pas si mauvais que cela. Avec une recommandation de 41%, la non-recommandation n'est qu'à 13%, prouvant que le Mach-E est un véhicule qui, s'il n'est pas parfait, est loin d'être mauvais. On verra ce que cela donne avec les nouveaux modèles ayant une base Volkswagen ou avec la nouvelle génération de Ford qui arrive bientôt. Enfin, tout en haut de la liste, on trouve Tesla. Seuls 5% des clients ne recommandent pas, tandis que 71% plébiscitent la marque. Voilà qui tempère un petit peu ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Les insatisfaits crient fort, tandis que les satisfaits se taisent. Mais ici, on obtient un résultat qui est complètement différent de la perception que peuvent avoir les gens qui regardent les réseaux sociaux. Mais tout de même, on peut se poser la question, pourquoi un tel résultat? Vous vous rappelez le sujet précédent? Eh bien, Tesla s'est totalement investi dans chacun des critères permettant d'offrir une bonne expérience au volant de ses voitures. Tous les autres constructeurs ont peut-être un ou deux critères supérieurs à une Tesla, mais aussi des attributs qui les rendent anxiogènes, agaçantes ou tout simplement difficiles à vivre au quotidien. Une Tesla se conduit comme une thermique. Les soucis d'entretien et de coûts de recharge en moins grâce à l'absence d'entretien obligatoire et à la présence d'un réseau de superchargeurs bien réparti, bon marché et fiable. En conclusion, ce qu'on peut tirer de cette étude, c'est que si les autres constructeurs veulent faire comme Tesla, ils devront penser comme Tesla et ne pas construire des autos électriques uniquement parce que la législation va dans ce sens. Je dis donc ceci aux constructeurs traditionnels, faites le boulot et investissez-vous à fond. Ce n'est qu'en donnant la meilleure expérience client que vous donnerez envie à d'autres de venir acquérir une auto chez vous. Posez-vous la question de ce que vous apportez avant de savoir combien vous allez gagner. Il est bien plus probable que le succès sera à la clé si vous inversez vos priorités, plutôt que de conserver votre ligne de conduite actuelle. Il est un constructeur japonais qui a le don de m'émerveiller, mais aussi de m'énerver au plus haut point. Inspiré et très charismatique, il n'en est pas moins anachronique parfois dans ses affirmations et ses orientations technologiques. Capable du meilleur comme du pire, Mazda pourrait bien nous faire une belle surprise en Europe avec sa nouvelle berline 100% électrique.
à moins qu'il n'en décide autrement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé plus de 5 ans dans une concession Mazda en tant que commercial. Et je dois dire que c'était une super expérience. Si je devais encore rouler en thermique aujourd'hui, c'est probablement un des modèles de la marque d'Hiroshima que je posséderais pour mon quotidien. Attachante, fiable et tout à fait à mon goût, Mazda était selon moi le parfait équilibre entre qualité et sobriété, tout en gardant une touche d'originalité. Et j'avoue que j'ai retrouvé un peu cela dans ma Tesla. Après tout, Franz von Holzhausen est un ancien de chez Mazda. Maintenant, me direz-vous, pourquoi j'ai quitté cette marque? Eh bien, à cause de son aveuglement sur le sujet de la voiture électrique. L'arrivée du petit SUV MX-30 aurait pu me faire changer d'avis, s'il n'avait pas été tout juste au niveau des prestations d'une Nissan Leaf de 2015. Pour une auto sortie en 2020, ce n'est pas acceptable, surtout au tarif de 38 500 €, soit le prix d'une Model 3 à l'époque. L'arrivée de la version à prolongateur d'autonomie à moteur à piston rotatif n'a rien arrangé tant ce groupe motopropulseur est gourmand et peu fiable. D'un autre côté, le Skyactiv X, moteur soi-disant révolutionnaire, n'est guère mieux, et toute la communication anti-VE de mauvaise foi du constructeur m'ont détourné durablement de la marque. Pourtant, il y a quelques mois, en avril dernier pour être précis, Mazda a annoncé une collaboration avec le chinois Changan Automobile. La coentreprise lance une nouvelle berline hybride, mais aussi 100% électrique sur le marché chinois, le Z6. Pour retrouver un peu de dynamique sur le territoire qui adopte le plus rapidement la voiture électrique, le japonais n'y est pas allé par 4 chemins. Il a recarrossé la Changan Deepal SL03 en une Mazda plutôt convaincante. En revanche, ce qui a attiré mon attention sur cette auto est que Mazda a annoncé sa commercialisation mondiale le 13 août dernier, et a même précisé que l'Europe sera servie en même temps que la Chine. Voilà qui donne envie d'en savoir plus sur la machine. Je me suis donc penché dessus. Si on retrouve les traits de la chinoise, la patte Mazda est bien là. Le design Kodo de la berline s'exprime dans sa calandre large et ses feux fins ou dans les flancs galbés de ses portes. Moins différencié à l'arrière, je trouve que cette partie a moins de caractère. Pour l'intérieur, malgré la présence des écrans de la Changan, c'est vraiment un univers Mazda qui est proposé. Plus classique que sa grande sœur, elle évoque bien le cocon qu'on retrouve dans les productions purement Mazda. Sur le plan technique, la version 100% électrique a de quoi séduire. Dotée d'une batterie LFP qu'on doit à CATL, référence désormais bien connue des électromobilistes, elle embarque un peu plus de 58 kWh pour la version de base et 66 pour le modèle le mieux doté. Cela donne donc une autonomie plutôt moyenne de 530 à 610 km selon la norme CLTC, soit un bon 100 km de moins dans la vraie vie si on conduit extrêmement sagement. Son moteur synchrone à aimant permanent délivre 218 chevaux et 320 Nm de couple. Cela ne lui donnera pas un comportement sportif, mais c'est bien suffisant pour la conduite de tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à une vraie plateforme électrique, avec un moteur à l'arrière et une bonne répartition des masses. Si la puissance de charge n'est pas communiquée, en regardant les caractéristiques de la SL03, on découvre 0,42 heures pour la charge de la version 58 kWh, soit une puissance moyenne de 138 kW. On peut donc tabler sur un bon 180 kW en crête, je pense. Si ces dimensions sont légèrement supérieures à celles d'une Model 3, la nouvelle Mazda adopte un haillon, ce qui ravira les clients européens. Elle a aussi un poids équivalent, soit 1,8 tonne. Pour la partie logicielle, et là ça devient intéressant, c'est Xiaomi qui a mis la main à la pâte. Avec 2 écrans, dont un central tactile de près de 15 pouces, les commandes physiques sont des plus réduites. Il y a fort à parier qu'elle disposera de mises à jour à distance comme les autres produits utilisant la même plateforme. Xiaomi a également œuvré dans le domaine des aides à la conduite et son système d'autopilote de niveau 2 complétera une définition informatique intéressante. Au final, cette auto est sur le papier vraiment très aboutie et il est surprenant que ce soit Mazda qui s'apprête à la proposer. Reste à savoir à quel prix, car les récentes taxes d'importation pourraient gréver la facture sensiblement. Tant qu'elle reste à des tarifs équivalents à une Model 3, elle a des chances de rencontrer un beau succès, surtout auprès des amateurs de la marque qui sont généralement très fidèles. On ne sait pas encore si la version hybride rechargeable sera elle aussi importée, mais il est probable que ce soit le cas, en espérant que Mazda ne proposera pas que cette version en Europe. En tout cas, on regardera cela de très près au choucroute garage dans les prochains mois. Dans la rubrique Histoire, la voiture dont nous allons parler n'est pas ce qu'on pourrait appeler une dream car, mais sincèrement, elle avait tout compris avant tout le monde.
À la fin des années 60 aux États-Unis, la banalisation de l'automobile met en lumière un problème de plus en plus pressant, la pollution de l'air dans les villes. Tous les constructeurs planchent alors sur des autos urbaines à zéro émission, et AMC est l'un d'eux. American Motors Corporation est un petit poussé face aux mastodontes que sont GM, Ford ou Chrysler à cette époque, mais c'est un constructeur inventif. N'ayant pas les moyens de dépenser sans compter pour développer un véhicule électrique, il s'associe au fabricant de batteries Gulton Industries pour réaliser l'Amitron. Le cahier des charges est simple. Réaliser une auto à 3 places, aussi petite et légère que possible, tout en offrant une autonomie de 240 km. Impossible en 1967 ? Eh bien, pas vraiment. Afin d'avoir assez d'énergie, la vitesse est limitée à 80 km/h, mais pour les grandes métropoles américaines, ce n'est pas un souci. Gulton fait le choix d'une technologie tout à fait révolutionnaire dans les batteries, avec une chimie lithium-nickel-fluor. Je rappelle que les cellules lithium-ion n'avaient pas encore été inventées. Ayant une très bonne capacité énergétique, cette chimie a un gros inconvénient. Ses puissances de charge et décharge sont très limitées. La batterie de 22,5 kWh pour seulement 70 kg est donc montée en parallèle d'une batterie cadmium-nickel de 11 kg qui va permettre de délivrer de fortes puissances en crête, aussi bien en charge qu'en décharge. La petite batterie fait office de tampon. Du coup, cette architecture extrêmement légère permet de disposer d'assez de puissance pour les accélérations, mais aussi de permettre une régénération au freinage. Entre l'énergie récupérée à la décélération et la capacité énergétique de la batterie, la voiture a la meilleure autonomie qu'on puisse avoir en 1967, date de sa présentation. Enfin ça, c'est la théorie, puisque le modèle présenté au public n'est qu'une maquette sans mécanique. L'ensemble batterie-moteur existe pourtant bel et bien, et les tests ont été réalisés sur une berline Rambler de la marque. Les ingénieurs de chez AMC ne se sont pourtant pas arrêtés là pour ce concept en matière d'allègement, puisqu'en guise de mousse de siège, elle était équipée de boudins gonflables. On pouvait dégonfler 1 ou 2 sièges en cas de besoin pour disposer de plus d'espace de chargement. C'est plutôt ingénieux, même si cela n'est jamais apparu en série. L'Amitron ne sera jamais produite, faute à un coût exorbitant de ses batteries, mais refera une apparition en 1977 avec une robe orange et des rétroviseurs extérieurs sous le nom d'Electron. Finalement, cette petite maquette toute choupinette cachait bien son jeu, et la technologie qu'elle était censée embarquer se retrouve à quelques variantes près dans nos autos électriques d'aujourd'hui. Les ingénieurs qui l'avaient conçu avaient déjà l'intuition que l'avenir de la voiture électrique passerait par le lithium et par la récupération d'énergie au freinage. Et sur ces points, ils avaient parfaitement raison. Nous restons dans le domaine des maquettes, mais avec une base technique bien plus éthérée pour le concept de la semaine. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui pourrait bien être le champ du signe d'une marque historique. Émanation de Stellantis depuis le rachat du groupe FCA par PSA, Chrysler n'en est pas moins une marque historique à qui on doit certaines innovations encore présentes dans les voitures d'aujourd'hui. C'est ainsi que la marque de luxe a développé l'alternateur, la direction assistée ou encore le régulateur de vitesse. Pour la petite histoire, lors de sa sortie en 1958, ce dispositif avait été appelé autopilote. Et après, on fait des procès à Tesla pour son propre système. Malgré ces innovations, l'histoire de Chrysler n'a pas été un long fleuve tranquille, et depuis les années 70, son parcours lui fait tutoyer bien trop souvent la faillite. Sous l'égide de Stellantis, c'est de nouveau avec la menace de l'extinction prochaine que Chrysler présente son concept Halcyon. En effet, Carlos Tavares a menacé de supprimer les marques non rentables, et le seul monospace Pacifica dont les ventes déclinent ne peut assurer la survie de Chrysler. D'un point de vue marketing par contre, les communicants Chrysler se sont donné du mal pour nous faire rêver. La voiture est sobre, mais plutôt belle. Elle représente un peu une bulle dans laquelle la magie du cyberespace doit se refléter. Ainsi, bien avant de nous parler de technologie, le discours autour de l'Halcyon nous parle de reconnaissance biométrique, de réalité augmentée totale ou de conduite autonome. Toutes ces choses dont Stellantis ne dispose pas. On nous présente un bel écrin avec une expérience digne d'un film de science-fiction, mais avec des images de synthèse plutôt moyennement crédibles. On se croirait à une présentation de Faraday Future. J'en parlais d'ailleurs dans une de mes vidéos du tout début de la chaîne. Les seules choses que Chrysler nous met sous la dent au niveau mécanique sont la charge à induction qui n'a rien de très exceptionnel, puisque plusieurs constructeurs sont déjà proches de pouvoir l'implémenter en série, mais aussi la batterie lithium-soufre. En avril de cette année, le CNRS a publié l'état de l'avancée de ce type de chimie pour les batteries tout solides.
Et s'il y a des avancées significatives en laboratoire, il reste de nombreuses barrières technologiques à passer avant de disposer d'une batterie réellement fonctionnelle. Et encore, on n'en est qu'au stade du labo. Pour l'industrialisation, il va encore falloir attendre plusieurs dizaines d'années. Au final, si la Chrysler Halcyon est un beau concept et s'il fait rêver, il n'apporte rien de nouveau par rapport à ce que les autres pros du marketing nous ont déjà pondu. Après le concept solaire de Nunzio Lavecchia dont j'avais parlé dans ma vidéo sur la Kant, c'est sur le plan de l'éolien que s'expriment les communicants de Chrysler. Et oui, la Chrysler Halcyon brasse du vent. Cela pourrait être risible si la survie de ce constructeur historique n'était pas en jeu. Voilà, ce journal est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut est apprécié. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. La semaine prochaine, je vous présenterai un produit très intéressant qui va vous permettre de connecter n'importe quel véhicule, un peu comme une Tesla. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.